Alors, qu'en pensez-vous? Yoav Gallant et Benyamin Netanyahou seront-ils les bienvenus en Belgique avec ce nouveau gouvernement? Mais écoutez, il n'y a pas évidemment une ligne là-dessus dans l'accord de gouvernement, et je ne pense pas que ça a été, que le conflit du Moyen-Orient a été discuté jusque dans ces détails-là. Toutefois, je pense qu'on a un gouvernement qui, en tout cas, a remis un petit peu les pendules à l'heure par rapport à la lutte contre le terrorisme, contre le radicalisme, où c'est devenu clairement une des priorités. Et quand on sait d'où viennent les demandes aussi, et les pressions par rapport à la question du jour et par rapport à tout ça, si ces associations ne pourront plus s'exprimer et exprimer leur haine, en fait, on On parle pourrait aller notamment vers, de BDS et Samidoun. je pense en particulier à Samidoun, mais aussi par exemple à ceux et celles qui représentent ou qui s'affichent pro-Hezbollah ou pro-Hamas dans notre pays. C'est clairement un signal positif. Alors, est-ce que ça va changer et est-ce que ça va changer dans un avenir proche? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plus de bienveillance par rapport, dans ce gouvernement, par rapport à ceux qui, comme un État démocratique comme Israël, se bat pour exister, que c'était le cas dans le passé. On recevait Michael Freilich, député fédéral NVA, dans la matinale de Radio Judaïka cette semaine, où lui disait qu'on passait d'un gouvernement qui était clairement anti-Israël à un gouvernement qui allait faire la part des choses et qui allait se placer plus au milieu sans forcément prendre parti. C'est ce que vous pensez? Je pense que c'est un gouvernement, en tout cas, qui a affiché sa volonté d'être dans le camp de la paix. Et ça, c'est déjà quelque chose de très différent par rapport à ce qui était dans le passé. Je pense que Georges-Louis Boucher a fortement travaillé sur ce sujet pour pouvoir remettre ça de cette Mhm. manière-là dans l'accord. Je pense qu'effectivement, il n'y aura plus de volonté, par exemple, intempestive à vouloir reconnaître un État palestinien tant que le Hamas sera aux commandes et tant qu'il n'y aura pas une structure démocratique qui pourra gouverner. Je pense que c'est un gouvernement qui dit clairement qu'il faut deux États qui puissent vivre en paix et en sécurité dans des frontières sûres et reconnues côte à côte. Donc oui, je pense que la vision de ce conflit au sein de ce gouvernement est en rupture avec le gouvernement précédent, Mhm. Vous, clairement. vous, en tant que politique, politique belge, vous ne vous cachez pas de votre attachement à l'État d'Israël. Ça vous rassure cette position de l'État, du nouveau gouvernement belge? Oui, alors comme politique belge, je dirais je suis attachée à la démocratie partout. Je suis attachée à l'existence de l'État d'Israël, bien évidemment. Je suis aussi pour qu'il y ait deux États qui vivent côte à côte et oui, évidemment, en paix. Et donc oui, évidemment, ce gouvernement rassure parce que ce qu'on voyait dans dans le gouvernement précédent, c'était quand même des déclarations intempestives, en particulier par rapport au génocide, des déclarations intempestives par rapport à la Cour internationale de justice, par rapport à tout ça, avec des positions qui n'étaient jamais dans un souci d'équilibre, dans un souci d'avancer vers la paix et vers le dialogue. Et je dirais là-bas, mais aussi ici, parce que en fait, ce gouvernement et le gouvernement bruxellois portent une lourde responsabilité dans la polarisation de la société et dans le développement de la haine antisémite chez nous, parce que l'un est la conséquence de l'autre, en partie, peut-être pas entièrement, hein, Mhm. puisque le sociologue français Didier Lapronier rappelait que les gens, la fixation sur le Moyen-Orient vient du fait que les gens sont antisémites et pas l'inverse. Donc c'est vrai, mais en tout cas, il y avait une forte responsabilité par rapport à cette explosion d'antisémitisme, en particulier depuis le 7 octobre, et la non-reconnaissance de certains ministres de cette séquence génocidaire, la non-reconnaissance des viols et violences sexuelles, et ainsi de suite, et d'appeler de crier au génocide dès le 8 octobre. Voilà, ce sont tous des éléments que je pense on ne retrouvera pas dans l'actuel gouvernement. Et ça, oui, ça rassure parce que c'est aussi une clé
voilà, lutter contre l'antisémitisme ici et pour un vivre ensemble et une société qui soit moins clivée, polarisée. On n'en peut plus de ça. Et de cette instrumentalisation du conflit. Oui, bien sûr. On le sait, hein, la Belgique est un petit pays, mais la Belgique abrite les institutions européennes, la Belgique est la capitale de l'Europe, la Belgique abrite également le siège de l'OTAN. On se souvient au début de cette guerre, le tollé provoqué par la conférence de presse de Alexander De Croo à Rafah, au passage, enfin à la frontière. Oui. La Avec Belgique, son homologue espagnol. avec son homologue Pedro Sanchez, son homologue espagnol, la Belgique a-t-elle un rôle à jouer malgré le fait que ce soit un petit pays? Mais écoutez, je pense que la Belgique a toujours su faire entendre sa voix sur le plan international. Beaucoup de Belges ont occupé des postes importants. Je pense que effectivement, elle peut avoir une influence au niveau européen. Mais ce gouvernement a aussi clairement exprimé le souhait de s'inscrire dans une démarche européenne et ne pas avoir des déclarations intempestives de son côté. Donc je pense que cette démarche-là aussi, elle est positive. C'est s'inscrire dans une démarche, non pas de 2 ou 3 pays, hein, je pense évidemment Belgique, Irlande, Espagne, mais avoir une position qui soit concertée, qui soit réfléchie et qui s'ancre dans une dynamique européenne. Alors, vous avez évoqué l'antisémitisme et la polarisation de ce conflit. Aux dernières élections, on peut le dire, hein, la droite a remporté ces élections. Votre parti, le MR, en juin, a remporté ces élections. La NVA du côté fédéral. Avez-vous l'impression que cela va... au côté flamand, pardon, excusez-moi, et donc majoritaire au fédéral. Pensez-vous que cela peut changer la donne ? Mais je pense qu'on voit déjà que cet accord de gouvernement suscite beaucoup d'espoir d'un côté, peut-être des craintes de l'autre, mais je pense que ça sera un gouvernement de changement. De rupture par rapport à toute une série de choses. On a parlé ici de radicalisme, de terrorisme, du conflit du Moyen-Orient, de l'antisémitisme, mais je pense que ça sera aussi le cas par rapport à l'emploi, par rapport à la santé, par rapport à toute une série dans toute une série de domaines où effectivement il y aura, comme l'a toujours dit Georges-Louis Boucher et qu'a repris Bart de Wever, que les gens qui bossent et qui se lèvent tôt aient plus de salaire poche et puissent voilà, s'en sortir mieux et vivre mieux, et que voilà, il y a toute une nouvelle dynamique sur le plan socio-économique qui est enclenchée, et ça je pense que c'est aussi porteur d'espoir. Ouais. On s'éloigne un peu de cette question du jour, mais je pense qu'on a fait le tour. Il y a une dernière question que je voulais vous poser. On a vu donc la formation de ce gouvernement sur 15 ministres, seulement 4 femmes. On connaît votre combat pour l'égalité homme-femme et les droits des femmes en général. Votre avis là-dessus ? Ben, vous touchez là où ça fait mal. Je pense qu'une société démocratique qui n'a pas une représentation égale entre les hommes et les femmes ne fonctionne pas comme elle le devrait. Et je pense qu'il y a, et pour répondre parce que je vois des choses passer sur les réseaux sociaux qui m'hallucinent un peu, je pense qu'il y a certainement autant de femmes compétentes que d'hommes compétents. Et je pense qu'on aurait pu très certainement trouver des femmes compétentes pour remplacer certains hommes dans le gouvernement. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents, mais je ne pense pas qu'ils seront plus compétents que d'autres femmes n'auraient pu l'être. Je pense que ça, c'est une question de décision, de détermination. Et peut-être que là, effectivement, comme vous vous en doutez, pour moi, c'est un petit peu le maillon faible de ce gouvernement, de cet accord. Les droits des femmes, malheureusement, en 2025, passent encore trop souvent dans trop de pays. Et ici, chez nous, au deuxième plan, et ce n'est pas une priorité, alors que c'est un des axes démocratiques. Je le répète, l'égalité est un gage de démocratie, est un baromètre de la démocratie. On le dit souvent sur l'antisémitisme, mais pour l'égalité, c'est la même chose. Et donc, je pense qu'il va falloir être attentif. On peut très certainement encore corriger certaines choses, peut-être pas au niveau de la composition du gouvernement, je ne dis pas ça, c'est pas mon rôle de toute façon, mais au niveau du programme, de montrer qu'il y a véritablement une volonté de travailler à cette égalité entre les femmes et les hommes. Ouais, et on reviendra sur cette question avec notre invitée Sophie Rohoni, qui est présidente de Défi demain dans la matinale de Radio Judaïka. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question du jour et d'avoir été avec nous, Viviane Tettelbaum.
Merci infiniment. On avait tellement de questions encore à vous poser. Je Voilà. reviendrai. Avec grand bonheur. Vous savez que vous avez studio ouvert parce qu'ici, il n'y a même pas une question de parité. Il peut y avoir autant de femmes qui viennent. Elles sont toutes Très les bien. bienvenues, C'est ainsi que parfait. les hommes et les enfants. Enfin bref, tout le monde est le bienvenu pour autant qu'il s'exprime de manière démocratique et poliment à l'antenne. Merci donc Viviane Teitelbaum. La question du jour pour demain, messieurs, dames, la voici.